Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle reco. Cette fois-ci, vous avez le droit au bonus nez bouché, c'est cadeau. Ni une ni deux, commençons. La première catégorie, vous la connaissez, c'est la catégorie Entertainment. Ça y est, je commence à être bilingue. Les amis, lorsque j'ai créé ce concept dans ma tête, la première série que j'avais notée, c'était la série Super Sex. J'avais noté cette série-là, le documentaire de Squeezie et le nouvel album de Kid Cudi. Ils sont tous sortis en 2024, donc je vous en parlerai avant la fin de l'année. Et là, on va commencer par donc la série Super Sex parce que je vous l'avais un petit peu teasé dans la reco précédente. C'est donc une série originale Netflix Italie. C'est un biopic drame qui retrace la vie de Rocco Siffredi. Ceux qui ne savent pas qui est Rocco Siffredi, c'est une grosse star, voire la plus grosse star du porno qui existe dans ce monde jusqu'à présent. C'est une série qui est donc réalisée par une réalisatrice italienne. Attention, préparez vos oreilles, vous allez avoir l'accent de la pizza della mamma. Je suis désolée les Italiens, si vous écoutez, je fais de mon mieux, regardez. Francesca Mianeri. Oui. C'est donc une mini-série de 7 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, qui est sortie en mars 2024. Ça retrace donc l'histoire de Rocco Tano jusqu'à ce qu'il devienne Rocco Siffredi comme on le connaît en 1984. Alors cette série, elle est très intéressante parce qu'en fait, comme dans tous les biopics que j'adore, c'est que ça parle de la période avant que la personne soit connue et ça nous donne un peu son background, son histoire. Là en l'occurrence, ça parle beaucoup de son enfance, de sa famille, puis ensuite de son parcours professionnel. Rocco Tano a donc grandi dans une famille absolument pure. Vous voyez, si vous faites le test de pureté, le pur absolu. C'est une famille catholique. La mère voulait que un de ses 5 fils devienne prêtre. Voilà. Et un de ses fils devient acteur porno. Ça a mal tourné. Ça a dérapé quelque part. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans cette série, c'est que donc, ça parle vraiment de la personne. Pas de ce qu'il a fait, pas de son travail, ça parle de la personne. Et donc Rocco, son rapport au sexe et à l'amour. Parce que les deux sont étroitement liés dans son histoire. Grâce à tout son background, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il choisit cette carrière-là, ou du moins comment est-ce qu'il arrive à rentrer là-dedans, parce que c'est pas un métier où tu fais un BTS ou une licence pour entrer, donc tu te dis, comment est-ce qu'il en est arrivé là? Et en fait, dans cette série, on découvre tout le parcours, on comprend mieux le personnage. Alors quand on connaît pas en fait ce milieu-là, parce que ça se déroule dans les années 80-90, c'est franchement très enrichissant à regarder. On est sur une époque qui n'est pas forcément celle qu'on connaît aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le porno, c'est clairement de la surconsommation et c'est fait en masse. Et ça n'a rien à voir ce qu'on découvre dans la série, parce que c'est le cinéma. C'est-à-dire que les films sortaient au cinoche. Je pense que là, les générations des années 80-90, on va voir le poil qui s'érisse vu comment je parle de cette époque. Mais moi, j'étais qu'un petit bébé, voire même pas né, peut-être un fœtus. Donc forcément, je ne l'ai pas vécu. Et je vais pas mentir que ça m'a surprise de découvrir que ça passait au cinéma. Je pense entre deux Disney, paf, Rocco Siffredi. Je dis n'importe quoi, je pense pas que ça se passait comme ça, mais c'est pour le fun fact. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans ce personnage, c'est découvrir un petit peu tous les traits de personnalité, comment lui s'est construit, puisqu'on le voit depuis qu'il est petit, donc on voit son évolution. On a son approche sur la sexualité, il va dans des clubs libertins, le gars il a une liberté, une ouverture d'esprit infinie, et pourtant même si sur le papier c'est une série qui parle de sexe, je trouve que Netflix, en tout cas la Francesca, ne fait pas l'apologie du sexe. Vraiment ça raconte l'histoire de Rocco. Je trouve les deux sont vachement dissociés et en même temps se rassemblent, mais il y a vraiment la part des choses qui a été faite, je trouve, dans la série. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que, alors je suis une grande sentimentale, je suis une grande fleur bleue, je suis un grand cœur d'artichaut, à savoir que le premier épisode, c'est là où il annonce la fin de sa carrière. Et quand on regarde le dernier épisode, les deux se relient et je sais pas, moi j'ai vécu un truc vraiment très fort quand j'ai regardé par rapport en fait à sa vie amoureuse, parce qu'en fait on se rend compte que c'est aussi un humain, qu'il a des émotions, que c'est pas juste une machine. Et j'ai vachement apprécié qu'il nous montre justement tout cet aspect émotionnel, sentimental, personnel avec la rencontre de sa femme. Enfin bref, comme toujours j'ai envie de vous en dire trop, mais je vais m'arrêter là. Cette série est vraiment top. Et le bonus, bien sûr, c'est ce que je vous avais dit dans la reco précédente, c'est que la bande son est exceptionnelle. C'est comme dans Stranger Things, vous avez la BO, l'original soundtrack, qui est conçu pour la série, mais vous avez également des extraits de musique de l'époque qui sont insérés dans la série. Il y a une musique que
j'ai bien kiffé et qui est dans ma playlist pour le sport, qui s'appelle Be My Lover de La Bouche, qui est sorti en 1995. C'est un banger. Et la vibe musicale de la BO, c'est très années 80-90. Ça m'a fait penser forcément à Stranger Things vu qu'on est en plein dans l'époque, mais ça m'a aussi fait penser à The Social Network de David Fincher, qui retrace du coup l'histoire de Mark Zuckerberg qui doit être dans les années 2000 si je dis pas de bêtises. Je vais vous mettre quelques extraits musicaux juste là maintenant parce que régalez-vous, c'est vraiment trop bien. On passe maintenant à la catégorie vêtements, mode, accessoires et aujourd'hui ce sera également accessoires comme la dernière fois. J'ai découvert une marque de bijoux, c'est une marque française qui est née à Montpellier, qui a été conçue par deux jeunes, Manon et Julie, c'est donc elles qui ont créé la marque. Elles proposent majoritairement des colliers mais me semble-t-il qu'il y a également des boucles d'oreilles sur leur site, mais moi j'ai craqué pour les colliers. Alors avant que je vous présente ce que j'ai acheté, il y a deux choses qui sont très importantes. Le collier est en base d'acier inoxydable. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une option pour customiser son collier. Là, vous comprenez rien, c'est tout à fait normal. Quand je vais vous montrer le collier, vous allez comprendre pourquoi on peut custom. Alors cette marque, c'est Mamie Grand. Et j'ai donc commandé deux colliers. Un petit peu d'ASMR. À savoir que tous les colliers ont un nom de grand-mère. Ça j'adore. Moi qui suis très dans le vintage, j'ai kiffé le concept. Le premier collier s'appelle Mamie Odile. Donc vous voyez en fait c'est une base avec une chaîne et vous avez plein de petites pampilles, de petits médaillons qui sont accrochés. Ça donne donc ça, qui m'a coûté 70 €. Alors effectivement, c'est un budget. Après, il faut savoir que c'est assemblé main. Je le sais parce que quand j'ai commandé mon deuxième collier, qui est un collier custom, j'ai reçu directement un message donc de Julie ou Manon, je ne sais pas, qui a communiqué avec moi pour qu'on fabrique le collier ensemble parce qu'il y avait quelques ruptures de stock, donc on a carrément placé les petits bijoux comme je le souhaitais. J'avais repéré un collier et il n'était plus en stock, du coup, grâce à la fonction custom, j'ai pu un peu le reproduire, on va dire, mais il est vraiment trop joli, celui-là, je l'aime trop. Alors celui-ci m'a peut-être coûté 75 € à reconfirmer, mais vous êtes dans des prix entre 65 et 75 € pour un collier comme ça. Ils font aussi des bases de collier en perles, des chaînes plus fines. Franchement, le concept est grave cool. Passons maintenant à la catégorie objets déco. Si vous avez suivi un petit peu les précédentes vidéos, avec Elisabeth, nous avons fait un petit séjour à Paris. Et durant ce séjour, nous avons découvert la marque Flux. En tout cas, moi, j'ai découvert cette marque-là. Savoir qu'il y en avait 5 dans la rue quand je l'ai découverte, donc c'était difficile de passer à côté. C'est un running gag. Flux 1, Flux 2, Flux 3, Flux 4, et il y en a encore un derrière celui-là. Flux, c'est un concept store parisien qui est spécialisé dans le lifestyle et la déco et vraiment les objets un peu underground. Je sais pas comment expliquer, mais c'est grave des objets stylés en fait. C'est original et c'est des pièces qui sont pas du tout classiques, c'est un petit peu fun. Observez. Je l'aime trop. Elle est incroyable. Délire le truc. Et elle m'a coûté 22,95 €. Elle est plutôt bien grosse. Ce qu'ils font aussi les modèles plus petits. Moi j'ai pris la grosse que je mettrai dans mon nouvel atelier. Nous en reparlerons plus tard. J'ai acheté une deuxième chose qui est un vase. Alors j'ai absolument aucune idée de comment on prononce cette marque. Je pense que c'est Doi. Ça fait un petit peu allemand. Je vous laisse observer la bête. J'ai la surprise en même temps que vous. Visiblement j'ai un problème avec les objets rouges. Ah, il est incroyable. Même là, genre du coup, on voit le petit cœur, c'est grave mimes. Donc il va rejoindre le copain téléphone bouche sûrement. Ce sera sur la même étagère, je pense. Donc le vase est un petit peu plus cher. Il m'a coûté 40 €. Combien? Pour un vase, c'est un petit peu cher. Mais ils font plein de petits trucs comme ça qui sont fun. Bah, je sais pas comment vous décrire ça autre que fun. Pour continuer dans les objets, j'ai une collab que je vais faire sur Instagram et je trouvais ça plus accurate de vous en parler ici aussi. On entre dans la période de Noël. Certes, je sais, nous sommes qu'à la mi-novembre, mais il y en a comme une certaine Maria Carré qui toque à notre porte tous les 1er novembre.
pour toute cette communauté-là de foufous de Noël, je vais vous présenter 2 et un autre calendrier de l'Avent. 2 parce que c'est les mêmes et un autre ce sera le mien, le pur, le sang, le calendrier que vous attendez tous chaque année. Les 2 premiers calendriers sont de la marque Ciné Réplicas, donc on est sur du pur geekos. Le premier c'est Stranger Things parce que vous savez, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Il est sous cette forme, c'est un gros calendrier. Hop, comme un calendrier normal, hein, vous avez vos petites cases qu'il faut chercher, etc. Mais dedans, c'est des petits objets. Je ne vous spoile pas, mais vous avez la liste derrière et il y a plein de petits trucs qui sont cachés dedans. Donc j'ai très hâte de l'ouvrir et de découvrir tout ça. Moi qui suis une grande fan de Stranger Things. En fait, c'est Duolingo, cette chaîne YouTube. Il y a un deuxième calendrier parce qu'on ne fait pas les choses à moitié ici. C'est un calendrier Harry Potter. J'ai bien dit. C'est un calendrier Dobby. Incroyable. Il est trop miniche. Donc pareil, c'est le même concept. Donc vous avez la liste. Hop, ne regardez pas trop. Des petits cadeaux qui sont glissés dans le calendrier. Des badges, des porte-clés, des sacs. Bien serrés à mon avis pour qu'ils rentrent dans le calendrier. Alors du coup les calendriers, vous pouvez les retrouver directement sur le site de Ciné Réplicas. Et ils sont vendus au prix de 34,95. Grave cool, le concept est hyper sympa. Alors moi, il faut savoir que je n'ai jamais acheté de calendrier à objet depuis peut-être 2008. Le dernier calendrier en date que j'ai eu à objet était un calendrier Pet Shop. Voilà. Alors passons maintenant à mon calendrier traditionnel, celui que vous attendez tous. Je nomme mon calendrier en chocolat Low Budget. Alors juste avant que je vous le montre, petit ASMR. Alors celui-ci, je l'ai trouvé à Aldi. J'ai dû le payer 1,39 €. À savoir que j'ai déjà essayé Lidl 2 fois. Donc j'en avais pris 2 avec un dessin différent. Mais c'était 2 fois donc les mêmes chocolats qu'il y avait dans le calendrier. J'avais testé celui de Action. C'était une arnaque. C'était toujours le même motif et c'était une étoile dans un carré. Nul. Ensuite, j'avais testé un calendrier que j'avais acheté très cher. Je sais plus combien, mais genre peut-être dans les 6-7 € pour un calendrier en chocolat. Hein, ça picouille. On était sur un calendrier un peu équitable, bio. Et ce calendrier-là, j'avais réussi à le trouver avec un motif kitschouille dessus parce que, bien sûr, quand je prends mon calendrier, il faut absolument qu'il soit kitsch. J'avais réussi à avoir des chocolats avec des dessins différents que ceux de Lidl. Je suis tombée dessus par hasard. Je me suis dit, mais attends, on est en novembre, ils doivent déjà avoir les calendriers en chocolat. Eh bien oui. Le voici, le voilà. Vous voulez savoir à quel point je suis dans la recherche et la perfection pour vraiment avoir le calendrier original et ne pas encore tomber sur un calendrier Lidl. Ici même, vous avez genre un logo avec le nom, je ne sais pas ce que c'est, hein, on va dire du chocolatier, enfin bref. Et j'ai regardé sur les photos de mes éditions précédentes du calendrier de l'Avent et c'était pas le même logo, c'était pas la même marque, donc je me suis dit, purée, si j'ai de la chance, c'est indifférent. Je vous explique un petit peu le concept. Chaque année, je fais une ouverture de calendrier de l'Avent. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que sur Instagram, vous avez beaucoup d'influenceurs qui font des ouvertures de calendriers qu'on leur offre en partenariat ou alors qu'ils achètent. Ça peut être des calendriers qui coûtent cher, des calendriers beauté, des calendriers de thé. Souvent, ils en ouvrent plein en même temps. Moi, en fait, à ce moment-là, j'étais en mode, c'est trop drôle, tu vois, ce concept-là, de regarder les gens qui ouvrent leur calendrier. Moi, je vais le faire avec le truc le plus basique du monde. Un calendrier à 1 € que tu trouves chez Lidl. Voilà, c'était ça mon principe. C'est tellement kitsch, mais en même temps c'est un peu la base des calendriers, tout le monde les connaît. Surtout, le calendrier, vous avez des dessins sur la petite languette que vous ouvrez qui représente le chocolat. Ça peut être une luge, un sapin, un cadeau. Sauf qu'en fait, ce qui est trop drôle dans ces calendriers-là comme ça, c'est que le dessin sur le petit carton ne correspond pas du tout au dessin du chocolat. Si vous ouvrez que vous avez un dessin de luge, vous avez une luge dedans, mais le dessin de la luge, du moule de chocolat, n'est pas du tout le même que celui du carton. Grâce à ce concept de dessin raté, je fais un quiz sur Instagram en story qui est de trouver quel est le bon dessin, quel est le bon chocolat qui est caché derrière donc cette case. Je montre le chocolat de dos, on voit juste la forme et vous devez deviner quel est l'élément qui est représenté sur le chocolat. Sauf que c'est tellement what the fuck que je mets des réponses qui n'ont aucun rapport et c'est ce qui est drôle. C'est là toute la beauté de cette ouverture de calendrier avec bien sûr, n'oublions pas les musiques de Noël, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Chaque ouverture a le droit à sa petite musique, à sa Mariah Carey, à sa Ariana Grande ou à son Michael Bublé. C'est traditionnel. Enfin bref, je m'égare, là-bas c'était censé être une reco. Je vous recommande effectivement ce calendrier Lidl si vous voulez faire l'ouverture avec moi ou ne l'achetez pas si vous voulez découvrir l'ouverture du calendrier sur mon compte Instagram. C'est cadeau, vous allez voir, c'est très drôle. On passe maintenant à la catégorie recommandations de contes.
Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un compte Instagram qui est une vraie pépitasse. Ça fait plusieurs mois que je tombe sur ces vidéos. J'avais trouvé la première vidéo absolument incroyable. L'algorithme d'Instagram avait compris que l'humour me correspondait. Ce gars-là s'appelle Félix Junier. Il fait des vidéos, mais d'un kitsch. J'adore ça. Vous voyez tous les dessins, des gifs animés avec des petites paillettes, des étoiles qu'on retrouvait dans les skyblogs à l'époque. Bah ça, je kiffe. Vous avez par exemple une vidéo absolument incroyable sur les étudiants en art. Ensuite, vous allez avoir la même chose pour le chômage, pour le burn-out. Et franchement, c'est criant de vérité. Il y a forcément un moment dans la vidéo, même si c'est pas forcément une thématique qui te touche, où tu vas dire purée le génie. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez voir ces vidéos. Et après, vous serez comme moi et vous direz toujours pratique. Vous comprendrez. Tu es au chômage. Eh bien, ce n'est pas grave. Être au chômage n'est pas une honte. Assumez-le. Un grand nombre d'activités s'offrent à vous comme la poterie, Warzone, ou encore regarder les nuages. Un mug. Passons maintenant à la catégorie musique. Le premier son que je vais vous faire découvrir, en soi je pense pas parce qu'on va parler de Lady Gaga, donc à mon avis ce n'est pas tant une découverte que ça, mais c'est un morceau qui est sorti le 25 octobre 2024. Ça s'appelle This Is et c'est une dinguerie. À savoir que Lady Gaga a sorti un album qui s'appelle Harley Quinn, qui est tiré du coup du film Joker Folie à deux. Et c'est donc un album qui a été conçu à partir de la thématique du film. Vous avez notamment le titre The Joker qui est vraiment sympa, c'est un de ceux que j'ai préféré je pense de cet album là. Elle a sorti le clip de This Is il y a très peu de temps, je pense que c'était fin octobre, et je vous invite à le découvrir parce qu'il est assez délirant, je pense que c'est le mot. C'est du Lady Gaga tout craché en fait. On retrouve la Lady Gaga des années 2010 et c'est exceptionnel. Le deuxième artiste que je vais vous faire découvrir, c'est assez marrant parce qu'on est un peu dans la vibe de Fred Again que je vous avais partagé la dernière fois. C'est que c'est un artiste, je connais son tube principal. Est-ce que les gens disent toujours tube? Je ne pense pas. Donc le hit principal de cet artiste, c'est I Like the Way You Kiss Me. C'est vraiment un son interplanétaire, le truc il est connu en masse, je ne sais pas combien il y a de milliards de vues, mais il y en a beaucoup. Et ce gars vient de sortir un album. En fait je vous parle de ça maintenant parce que j'ai aussi vu une vidéo de présentation de cet artiste qui s'appelle Artemas. Cet artiste est un peu comme Fred Again, donc je vous disais, on connaît ses sons mais on ne sait pas forcément qui il est. Ou alors c'est juste moi qui suis un culte et dans ce cas là, bah je vous fais découvrir un artiste que vous connaissez peut-être déjà. Son album s'appelle Justina, je pense que ça se dit différemment. Et il y a des bangers dedans que j'ai écouté en boucle après avoir découvert l'album. Vous avez notamment le morceau Dirty Little Secret. Et ensuite en bonus, je vous offre You've Been a Bad Girl. Franchement, allez découvrir cet album-là, allez découvrir cet artiste, vous allez voir, c'est trop bien. Moi, je kiffe la vibe. Alors je suis très contente de pouvoir vous présenter le premier artbook, le tout premier artbook, qui est l'artbook de The Mandalorian saison 2. C'est un gros pavé comme ça, pour les gens qui connaissent les artbooks, c'est une taille classique. Vous avez donc en couverture Mando et Grogu, et à l'arrière, vous avez Ahsoka. Il pèse vraiment son poids. Vous avez une couverture, la position dans laquelle je suis c'est exceptionnelle. Vous avez une couverture comme ça et à l'intérieur vous avez une autre illustration. Je suis désolée. Très drôle ce qui se passe. Alors les artbooks, qu'est-ce que c'est? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Les artbooks en fait ce sont les livres qui rassemblent toute la pré-production d'un film. Alors ça peut être film d'animation, série aussi, film toute catégorie. Et vous avez en fait tous les croquis préparatoires, concept art,
Vous avez également des storyboards, vous avez les recherches de chara design, les recherches de paysages, tout ce qui est vraiment la première étape de la création d'un film, donc la pré-production, vous l'avez dedans. En fait, pour les gens qui sont comme moi fans de cinéma, moi j'ai une grosse collection d'artbooks Disney Pixar, et donc vous avez une énorme base de données de tous ces croquis originaux, de toutes ces recherches de personnages. Moi je suis une folle de chara design, de tout ce qui est color script, storyboard, et franchement c'est des pépites à lire, voire même juste à regarder quand on adore l'univers en fait qui est partagé dans le livre. Ça c'est une page de chara design, donc vous avez en fait les croquis en 2D qui ont été faits, ça donne ça. Vous avez à chaque fois le dessin et en description bien sûr l'artiste qui l'a réalisé et des commentaires en plus. Alors vous avez également des pages de concept art, c'est les gros classiques dans les artbooks, mais en tout cas si vous aimez les belles images, alors là vous allez vous régaler. Je vous ai trouvé une petite page de storyboard. Donc voilà un storyboard type que vous pourrez trouver dans les artbooks. Franchement, si vous êtes fan de cinéma, que vous adorez tout ce qui est photographie dans les films, achetez-vous des artbooks, c'est trop intéressant. Alors celui-là, donc celui de Mandalorian saison 2, je l'ai acheté en convention à la Comic Con. Je l'ai eu au prix de 25 €, mais vous pouvez vous le retrouver en ligne et il est au prix de 39,95 €. La catégorie artiste que je vous avais présentée dans le premier épisode est de retour parce que aujourd'hui je vais vous parler d'un photographe. Il s'appelle Odieux Bobby sur Instagram. Je vais vous reparler d'un truc et vous allez vous dire « Elle nous saoule, Emma, avec ça ». Oui, je vous reparle des JO. Et je vous jure qu'un jour j'arrêterai, c'est promis. Il a pris des photos absolument banger pendant les JO et je suis tombée dessus et j'étais en mode « Oh ». Alors moi j'adore tout ce qui est visuel et tout ce qui est beauté de la photographie. Alors savoir qu'il a été faire des photos sportives, mais à la base c'est un photographe de reportage. Sauf que quand on voit ces photos des JO, en fait on pourrait très bien se dire bah le gars c'est sa carrière. C'est fini les reportages là. En scrollant un peu sur son compte Insta parce que j'étais fascinée par tout ce qu'il faisait, j'ai vu qu'il faisait également des photos d'acteurs par exemple ou de réalisateurs, puisqu'en l'occurrence il a pris en photo Tarantino, Nathalie Portman, Pierre Ninet et tant d'autres que j'ai sûrement oubliés, mais ce sont des magnifiques photos. Celles du basket sont folles, voilà. Les couleurs sont magnifiques. Il y a un truc avec les couleurs que je trouve fascinantes. Je vous invite à regarder son travail. Vous retrouvez tout ça sur Instagram. Si vous êtes des amoureux de la beauté visuelle ou de la photographie, vous allez vous régaler, c'est sûr. Nous allons terminer cette vidéo de recommandation par le coup de cœur du mois. Et ce coup de cœur, il est absolument exceptionnel. Il est un petit peu long, c'est un reel, mais faites-vous plaisir, restez jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est une pépitasse. Pour faire une bonne soupe, il faut des pommes de terre. Mais les petits cailloux, c'est très bien aussi. J'espère que ce petit âne trop vous aura fait aussi rire que moi. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. On se voit à très vite pour une prochaine vidéo. Et dans tous les cas, pour la prochaine reco. Oh. Un cheveu se balade dans mon œil.